En passant devant la vendeuse de fleurs, le millionnaire est resté figé en voyant son collier, le même que sa fille portait avant de disparaître il y a 22 ans. Le soleil de juin caressait Paris d'une chaleur douce, transformant les jardins du Luxembourg en une toile impressionniste, où les couleurs s'entremêlaient dans une danse joyeuse. Roland Delacroix observait sa montre pour la 3e fois en 10 minutes. Mal à l'aise dans son bureau du 16e arrondissement, un dimanche au travail, encore, il avait promis à Valérie qu'ils iraient ensemble nourrir les canards. Sa petite fille de 4 ans avait préparé des sachets de pain sec toute la semaine. « Merde !» murmura-t-il en signant le dernier document. À 53 ans, Roland était l'incarnation même de la réussite française. PDG de Delacroix Construction, l'une des plus grandes entreprises du pays, sa silhouette élancée s'affichait régulièrement dans les magazines économiques. Ses cheveux noirs commençaient à grisonner aux tempes, ajoutant à son charme austère. Mais derrière ce visage sculpté par la discipline et l'ambition se cachait une blessure béante. Camille, son grand amour, morte en donnant naissance à Valérie. « Monsieur, vous devriez rentrer », suggéra sa secrétaire en entr'ouvrant la porte. « Valérie vous attend. » Le nom de sa fille suffisait à adoucir ses traits. Cette petite fille aux boucles châtaines et aux yeux couleur miel, les mêmes que ceux de Camille, était devenue sa raison de vivre. Pendant 2 ans, il avait été père et mère, jonglant entre réunions de conseil d'administration et histoire du soir. Dans l'appartement haussmannien près du parc Monceau, Lorraine Villard-Delacroix ajustait le ruban dans les cheveux de Valérie. Belle, sophistiquée, toujours impeccable, elle incarnait l'élégance parisienne. Roland l'avait rencontrée lors d'une soirée caritative 2 ans après la mort de Camille. Subjugué par son intelligence acérée et sa douceur apparente envers Valérie, il lui avait passé la bague au doigt 6 mois plus tard. « Tu es prête, ma chérie ?» demanda Lorraine d'une voix mielleuse. « Papa ne peut pas venir, il travaille. Mais nous deux, on va s'amuser comme des folles. » Valérie fit la moue. « Papa avait promis. Je sais, ma puce. Mais ton papa construit de grands immeubles pour les gens. C'est important. » La petite fille hocha la tête, résignée. Autour de son cou délicat brillait le pendentif que Lorraine détestait tant. Un saphir en forme de cœur entouré de perles fines. L'héritage de Camille Moreau, transmis de mère en fille depuis des générations. Chaque fois que Roland regardait ce bijou, ses yeux s'illuminaient d'un amour qui n'appartenait qu'à la morte. Chaque fois que Valérie le touchait, c'était comme si elle communiait avec cette femme que Lorraine n'avait jamais connue, mais qu'elle haïssait de toutes ses forces. « On y va », dit-elle, étouffant sa rancœur sous un sourire parfait. Le jardin du Luxembourg grouillait de familles profitant du beau temps. Lorraine tenait fermement la main de Valérie, scrutant la foule avec une attention particulière. Ils seraient là, comme convenu. « Je veux faire du bateau », s'exclama Valérie en désignant le bassin où des enfants poussaient de petits voiliers avec des bâtons. D'abord, allons aux balançoires. Les balançoires, là où les 2 hommes attendaient, selon le plan minutieusement préparé depuis 3 mois, Claude et Marco, petits malfrats de Belleville, avaient accepté la somme astronomique pour juste faire disparaître la gamine. Pas la tuer. Lorraine n'était pas un monstre, simplement l'emmener loin, très loin de Paris, où Roland ne la retrouverait jamais. « Madame », acquiesça discrètement l'un des hommes quand elles passèrent près de lui. Lorraine installa Valérie sur une balançoire. « Je vais nous chercher une glace, juste là-bas. Tu restes ici et tu ne bouges pas, d'accord ? » « Promis », sourit l'enfant. Ses petites jambes s'agitant dans le vide, Lorraine s'éloigna, le cœur battant à tout rompre. 20 pas, 30. Elle se retourna pour donner le signal convenu. Ce qui se passa ensuite se déroula avec une efficacité terrifiante, tandis qu'elle faisait semblant d'acheter une glace. Les hommes approchèrent de Valérie, des mots murmurés, un petit paquet de bonbons tendus, la main d'un inconnu saisissant celle d'une enfant trop confiante, et en moins d'1 minute, Valérie Delacroix disparut dans la foule, son petit corps masqué par celui de l'homme qui l'entraînait vers la sortie sud du parc. Lorraine attendit exactement 12 minutes, montre en main, puis elle courut, cria, chercha frénétiquement, interrogea les autres parents, son visage blême, ses mains tremblantes. Une performance digne des plus grandes actrices. « Ma fille !» hurla-t-elle, les larmes coulant sur ses joues parfaites. « Quelqu'un a vu ma petite fille !» Roland était en pleine conférence téléphonique quand son portable vibra. Il fronça les sourcils en voyant le nom de Lorraine s'afficher. Elle ne l'appelait jamais au bureau le dimanche. « Hein ? Excuse-moi !» dit-il à son interlocuteur avant de décrocher. « Lorraine !»
Le hurlement qui lui vrilla l'oreille glaça son sang. « Roland !» La voix de Lorraine était méconnaissable, hachée par des sanglots hystériques. Je ne sais pas comment. Elle a disparu, elle jouait sur les balançoires. J'ai tourné le dos 1 seconde, et quand j'ai regardé, elle n'était plus là. Le monde de Roland Delacroix s'écroula en cet instant précis. Il lâcha son téléphone, qui rebondit sur le bureau en acajou, et resta pétrifié, incapable de respirer. Puis une force primitive le propulsa vers la porte. Il traversa son bureau en courant, bousculant sa secrétaire, ignorant l'ascenseur pour dévaler les escaliers 4 à 4. « Valérie » murmura-t-il comme une prière. Mon Dieu, pas Valérie. Les heures qui suivirent devinrent une succession de cauchemars éveillés, la police quadrillant le parc, les chiens renifleurs suivant des pistes qui s'évaporaient aux sorties, Roland, livide, tenant entre ses mains tremblantes la photo de sa fille, une photo où elle souriait, ses yeux couleur miel brillant de joie, le saphir en forme de cœur scintillant à son cou. « On va la retrouver, monsieur Delacroix », promit le commissaire, sans conviction. Roland ne l'entendait pas. Il fixait Lorraine, effondrée sur un banc, entourée de policiers. Elle répétait son histoire encore et encore. Chaque détail identique, trop parfait. Je suis allée acheter une glace, juste 1 minute. Quand je suis revenue, cette nuit-là, alors que des hélicoptères équipés de projecteurs survolèrent Paris, Roland tomba à genoux dans la chambre de Valérie. Il serra contre lui la peluche préférée de sa fille, un lapin gris aux oreilles élimées, et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de Camille. « Je te retrouverai », jura-t-il, la voix brisée par la douleur. Je remuerai ciel et terre s'il le faut. À quelques mètres de là, dans leur chambre, Lorraine fixait le plafond, son visage parfaitement sec, dans sa main droite. Elle serrait le reçu d'un virement bancaire qu'elle brûlerait demain à l'aube. Tout s'était déroulé comme prévu. Enfin, elle aurait Roland pour elle seule, plus de fantômes de Camille, plus de petites filles aux yeux identiques à ceux de sa mère, plus de colliers de saphir pour lui rappeler un amour qu'elle ne pourrait jamais égaler. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans une gare bondée de l'autre côté de Paris, Claude et Marco, rendus nerveux par ce qu'ils venaient de faire, abandonnaient une petite fille terrifiée, une petite fille qui s'accrochait désespérément à son collier bleu, seul lien tangible avec une vie qui lui échappait déjà. La gare de Lyon bourdonnait comme une ruche métallique en ce dimanche soir. Les voyageurs se bousculaient, traînant des valises à roulettes qui claquèrent sur le sol en marbre. Les haut-parleurs déversèrent des annonces incompréhensibles dans le vacarme ambiant. Claude et Marco avancèrent d'un pas pressé, encadrant une petite silhouette. La gamine n'avait pas dit un mot depuis qu'ils l'avaient enlevée. Pas un cri, pas une larme, juste ses yeux immenses, couleur de miel, qui les fixaient avec une terreur animale. « On fait quoi maintenant ?» murmura Marco, un homme massif au crâne rasé. Claude, plus mince, plus nerveux aussi, transpirait malgré la fraîcheur de la soirée. « Ce qu'on a dit, on la laisse ici. La dame a payé pour qu'on la fasse disparaître. Pas pour qu'on... Tu vois, dans une gare, il y a des flics partout. Justement, quelqu'un la trouvera vite. Elle est trop jeune pour se souvenir de nos visages. » Marco jeta un coup d'œil à l'enfant. La petite s'accrochait à son pendentif bleu comme à une bouée de sauvetage. « Ce truc vaut une fortune, » observa-t-il en désignant le bijou. « On pourrait ?»« Non, » coupa Claude. « On a déjà assez d'emmerdes comme ça. Un enlèvement. C'est 20 ans de tôle. Un meurtre. C'est perpète. » Ils repérèrent un banc isolé près d'un kiosque à journaux fermé, l'endroit idéal, visible sans être trop exposé. « Assieds-toi là, petite, » ordonna doucement Claude. « Quelqu'un va venir te chercher, d'accord ?» Valérie obéit mécaniquement. Son corps était là, mais son esprit semblait s'être réfugié ailleurs, loin de cette réalité incompréhensible. « On se tire », souffla Marco. Les 2 hommes s'éloignèrent rapidement, se fondant dans la foule. Ils ne regardèrent pas en arrière. Si l'un d'eux l'avait fait, peut-être aurait-il aperçu les larmes silencieuses qui commençaient enfin à couler sur les joues pâles de l'enfant. Suzanne Martin finissait sa journée comme elle l'avait commencée, en comptant des pièces. À 52 ans, la ville avait durci comme une plante qui pousse entre les pavés. Ses mains calleuses témoignaient de décennies passées à couper des tiges, arranger des bouquets, survivre. 16,40 €, murmura-t-elle. Pas assez pour le loyer, mais demain serait peut-être meilleur. Elle rangea les quelques fleurs invendues dans un seau d'eau fraîche et ferma son étal près de la gare de Lyon.
Le ciel s'assombrissait, annonçant une nuit sans étoiles. Suzanne n'avait jamais appris à lire, dans sa jeunesse, à la campagne. On s'était davantage soucié de l'envoyer au champ que sur les bancs de l'école. Ce handicap la rendait méfiante envers tout ce qui ressemblait à une autorité. Le monde se divisait simplement. Ceux qui savaient lire et pouvaient vous piéger avec des contrats incompréhensibles, et les autres, qui devaient se débrouiller avec leur instinct. Elle traversa le hall principal de la gare pour prendre son bus, son cabas à fleurs sur l'épaule. C'est alors qu'elle la vit, une petite fille assise seule sur un banc, un visage d'ange encadré de boucles châtaines, les pieds ne touchant pas le sol. Elle portait un joli manteau rose maintenant froissé, des chaussures vernies, et autour de son cou, un bijou qui paraissait incongrument précieux. Mais ce qui frappa Suzanne fut son regard. Vide, fixe, comme celui des vieillards qui ont trop vu. Suzanne s'approcha lentement, comme on approche un oiseau blessé. « Bonsoir, ma petite. Tu es toute seule. » Aucune réponse, pas même un clignement de paupières. « Où est ta maman, ton papa ?» Le silence, puis, imperceptiblement, les lèvres de l'enfant tremblèrent. Suzanne s'assit à côté d'elle. L'horloge de la gare indiquait 20h45. La foule commençait à s'éclaircir. Bientôt, les marginaux prendraient possession des lieux. Une enfant seule, comment tu t'appelles ? Pour la première fois, la petite fille tourna son visage vers elle. Ses yeux étaient deux gouffres de terreur. Je sais pas, murmura-t-elle si bas que Suzanne dut se pencher pour l'entendre. Suzanne sentit son cœur se serrer. Tu ne sais pas ton nom ? L'enfant secoua la tête, agrippant son pendentif plus fort. C'est joli, ça, remarqua Suzanne en désignant le bijou. C'est à toi. Un hochement de tête presque imperceptible. Écoute, ma petite, je vais chercher un agent de station, d'accord ? Quelqu'un qui pourra t'aider à retrouver tes parents. À ces mots, la petite fille s'anima soudain, saisissant la manche de Suzanne avec une force surprenante. Non, pas de police. Ils vont me faire mal. Cette réaction glaça Suzanne. Quel enfant de cet âge craindrait la police ? Sinon un enfant qui avait été témoin de quelque chose d'horrible. D'accord, l'apaisa-t-elle. Pas de police. Suzanne regarda autour d'elle. Personne ne semblait chercher une enfant perdue. Elle devrait insister, trouver un uniforme, remplir des papiers. L'enfant serait emmené dans un foyer en attendant que ses parents se manifestent, si personne ne venait. Ce serait l'aide sociale à l'enfance, les familles d'accueil, peut-être pire. Suzanne connaissait ce système. Elle y avait elle-même passé son adolescence, ballottée de famille en famille, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit à 16 ans. « Tu as faim ?» demanda-t-elle doucement. L'enfant hésita, puis hocha la tête. « Viens, on va manger quelque chose. Ensuite, on verra. » Au même moment, à quelques kilomètres de là, Roland Delacroix buvait son 4e café, assis dans un commissariat du 6e arrondissement. Son visage était ravagé par l'angoisse. « Nous avons diffusé le signalement dans toute la ville », expliquait le commissaire Leroy, un homme bedonnant aux tempes grisonnantes. « Tous nos effectifs sont mobilisés. » Roland fixait la photo de Valérie posée sur le bureau. « Il faut faire plus. »« Monsieur Delacroix, je comprends votre détresse, mais... » « Non, vous ne comprenez pas. » coupa Roland d'une voix tranchante. « Ma fille est là, quelque part, terrifiée. Chaque minute compte. » Il se leva brusquement, dominant l'officier de toute sa taille. « J'offre 1 million d'euros à quiconque me ramènera ma fille. Faites passer l'information. » Le commissaire écarquilla les yeux. « 1 million. Mais ça risque d'attirer toutes sortes de... 2 millions alors. » trancha Roland. « Je m'en fiche. Je veux ma fille. » Suzanne habitait un 2 pièces modeste à Montreuil, dans un immeuble défraîchi où les voisins se saluaient encore. Elle avait emmené la petite fille chez elle. Après lui avoir acheté un sandwich et une orangeade, l'enfant n'avait presque rien mangé. Elle s'était endormie dans le bus, la tête contre l'épaule de Suzanne, épuisée par des émotions trop grandes pour son petit corps. Maintenant, elle dormait dans le lit de Suzanne, serrant contre elle un vieux lapin en peluche déniché dans un placard, vestige d'un enfant qui n'était jamais venu. Assise à sa table de cuisine, une tasse de thé refroidie devant elle, Suzanne réfléchissait. La télévision diffusait les informations du soir, le son baissé au minimum. Soudain, une image attira son attention. Une photo d'enfant s'affichait à l'écran. Une petite fille aux boucles châtaines et aux yeux couleur miel. Suzanne augmenta légèrement le volume. Valérie Delacroix, 4 ans, disparue cet après-midi au jardin du Luxembourg. Son père,
l'industriel Roland Delacroix, offre une récompense de 2 millions d'euros, Suzanne éteignit précipitamment le poste. Son cœur battait à tout rompre. Elle se leva et se dirigea vers la chambre, où elle entr'ouvrit la porte. La petite fille, Valérie, dormait toujours, son visage enfin paisible dans la pénombre. 2 millions d'euros. Une somme qu'elle ne pouvait même pas imaginer. De quoi changer de vie, ne plus jamais compter les centimes. Mais elle repensa à la terreur dans les yeux de l'enfant quand elle avait évoqué la police, à sa propre enfance brisée par les institutions, au système qui broyait les plus vulnérables. « Pas la police, pas maintenant », murmura-t-elle. « Demain, on verra. Demain. » Elle savait qu'elle franchissait une ligne, que chaque heure qui passait faisait d'elle une complice, mais son instinct lui criait que cet enfant avait besoin de protection, qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. Suzanne s'allongea sur son canapé élimé, sans trouver le sommeil. À l'aube, sa décision était prise. Elle garderait l'enfant quelques jours, le temps d'en savoir plus, le temps d'être sûre. Elle l'emmènerait voir un médecin, discrètement. Elle lui offrirait un refuge, le temps que la tempête médiatique se calme. Et si personne ne réclamait Valérie, cette question, Suzanne n'osait pas encore se la poser. 5 ans plus tard, Espérance. Les pivoines pour Madame Legrand. Le soleil de mai inondait la petite échoppe de fleurs sur la place de l'église à Montreuil. Suzanne, les mains plongées dans un seau d'eau fraîche, arrangeait un bouquet de marguerites. Ses cheveux, désormais presque entièrement gris, étaient noués en un chignon lâche. « J'arrive !» lança une voix cristalline depuis l'arrière-boutique. Une petite silhouette émergea, portant avec précaution un arrangement de pivoine rose, à 9 ans, Espérance. C'est ainsi que Suzanne avait rebaptisé Valérie, était devenue une enfant gracieuse aux longs cheveux châtains qui tombaient en vagues souples sur ses épaules. Ses yeux couleur miel, toujours aussi expressifs, brillaient d'une intelligence vive. « Voilà, Madame Legrand », dit-elle en tendant le bouquet à une cliente régulière. « J'ai ajouté un peu de gypsophile, comme vous aimez. » La vieille dame sourit, touchée par l'attention. « Merci, ma petite, tu as des doigts de fée. » Espérance s'inclina légèrement. Un geste presque aristocratique qui surprenait toujours Suzanne. Certains comportements semblaient gravés en elle, comme des réminiscences d'une vie antérieure. La clochette de la porte tinta tandis que Madame Legrand sortait. Suzanne observa Espérance qui essuyait consciencieusement ses mains sur son tablier. Autour de son cou brillait toujours le pendentif en saphir. Suzanne lui avait proposé de le vendre. Une fois, quand les factures s'accumulaient, mais l'enfant s'était mise dans un tel état qu'elle n'avait plus jamais évoqué le sujet. 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit à la gare de Lyon, 5 années pendant lesquelles Suzanne avait retenu son souffle, s'attendant chaque jour à ce que la police frappe à sa porte, mais personne n'était venu. L'affaire Delacroix était progressivement sortie des gros titres, remplacée par d'autres scandales, d'autres tragédies. Suzanne avait fini par s'inventer une histoire pour les voisins et les rares personnes qui posaient des questions. Espérance était la fille d'une cousine éloignée, décédée dans un accident. La petite avait tout oublié de son passé, ce qui n'était pas loin de la vérité. Les premières semaines, Valérie n'avait pratiquement pas parlé. Puis, lentement, elle avait émergé de sa coquille. Mais sans jamais se souvenir de sa vie d'avant, un médecin consulté discrètement avait évoqué un traumatisme dissociatif et conseillé de ne pas forcer les souvenirs. Ils reviendront peut-être un jour, ou peut-être pas. Avait-il dit, l'important, c'est qu'elle se sente en sécurité maintenant. Et Suzanne s'était efforcée de créer ce sentiment de sécurité, jour après jour, malgré leurs moyens limités. Elle avait inscrit Espérance à l'école sous son nouveau nom, prétendant avoir perdu le certificat de naissance original. Dans ce quartier populaire où beaucoup vivaient en marge du système, personne n'avait trop posé de questions. « À quoi tu penses, maman ?» demanda Espérance en s'approchant. Maman, ce mot résonnait toujours comme une merveille aux oreilles de Suzanne. Un cadeau qu'elle n'aurait jamais cru recevoir. « Je pense que tu deviens une vraie fleuriste », sourit-elle en ébouriffant les cheveux de l'enfant. « Allez, va te laver les mains. On ferme tôt aujourd'hui. Tu as rendez-vous chez le médecin. » Le visage d'Espérance s'assombrit. Encore les cauchemars. Suzanne acquiesça doucement. Les terreurs nocturnes n'avaient jamais complètement cessé. Espérance se réveillait parfois en hurlant, parlant d'hommes sans visage et d'une femme aux mains froides. D'autres nuits, elle pleurait en appelant un papa, dont elle ne se souvenait pas. À quelques kilomètres de là,
Dans un bureau luxueux dominant les Champs-Élysées, Roland Delacroix raccrochait son téléphone d'un geste las. 5 ans, 5 années d'espoir et de désillusion, des centaines de fausses pistes, d'appels d'escrocs attirés par la récompense, de prétendues voyantes affirmant pouvoir localiser Valérie. À 43 ans, Roland paraissait 10 ans de plus. Ses cheveux étaient presque entièrement gris, des rides profondes creusaient son visage autrefois séduisant. Seuls ses yeux conservèrent leur intensité, un regard de prédateur blessé. Mais toujours dangereux, Monsieur Delacroix. Sa nouvelle assistante, dont il peinait à retenir le nom, se tenait dans l'encadrement de la porte. Le conseil d'administration attend. « J'arrive », répondit-il mécaniquement. Il se leva, ajusta sa cravate par réflexe. Son empire avait continué de prospérer, presque malgré lui, pendant que Roland consacrait la moitié de son temps à chercher sa fille. Delacroix Construction avait doublé son chiffre d'affaires. Une ironie amère, pour un homme qui aurait tout donné pour retrouver le seul trésor qui comptait vraiment. Dans la salle de conférence, une douzaine d'hommes en costume l'attendaient. Au bout de la table, Lorraine était assise, élégante comme toujours dans son tailleur gris perle. À 40 ans, elle restait d'une beauté saisissante, mais froide, comme une sculpture de marbre. Leur mariage était devenu une façade, maintenue par l'habitude et une culpabilité partagée. La sienne pour avoir laissé sa fille aux soins de sa femme ce jour-là, celle de Lorraine pour avoir perdu Valérie. Ils faisaient chambre à part depuis des années, échangeant à peine quelques mots au quotidien. « Commençons », annonça Roland d'une voix qui n'admettait aucune contradiction. « Le projet de la défense d'abord. Respire profondément », encouragea le Dedeur, Mercier tandis qu'Espérance s'asseyait sur le canapé de son cabinet. Pierre Mercier était un psychiatre spécialisé en traumatismes infantiles. Il suivait Espérance depuis 3 ans, acceptant d'être payé en bouquets de fleurs quand les finances de Suzanne ne permettaient pas d'honorer ses honoraires. « Tu as fait ce cauchemar plusieurs fois cette semaine. » Espérance hocha la tête, triturant machinalement son pendentif. Un geste qui trahissait toujours son anxiété. Toujours le même. « Je suis dans un grand jardin. Il y a des balançoires. Une femme me regarde, mais son visage est flou. Elle me fait peur. Puis des hommes viennent. Et sa voix se brisa. Le Dedeur. Mercier attendit patiemment. Et ensuite, je me retrouve dans le noir. J'ai froid. Je suis seule. J'appelle quelqu'un, mais je ne sais pas qui. Le médecin prit quelques notes. Ces rêves sont probablement des fragments de souvenirs qui essaient de refaire surface. Ton esprit te protège en les gardant fragmentés. Pourquoi je ne peux pas me souvenir ? Demanda Espérance avec une maturité surprenante pour son âge. Parce que ton cerveau a décidé que ces souvenirs étaient trop douloureux. C'est comme une porte qu'il a verrouillée pour te protéger. Un jour, peut-être, quand tu seras prête, cette porte s'ouvrira. Le soir venu, dans l'appartement de Montreuil, Suzanne préparait une soupe de légumes, tandis qu'Espérance faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Leur routine était simple, mais réconfortante. Malgré leurs difficultés financières, la petite boutique suffisait à peine à les faire vivre. Elles avaient trouvé un équilibre. « Maman !» Espérance leva les yeux de son cahier de mathématiques. « D'où vient mon prénom ?» Suzanne sourit, remuant doucement le potage. « Je te l'ai déjà dit, tu étais mon espoir d'une vie meilleure, ma petite Espérance. Et mon nom de famille, Lefebvre. » Suzanne se figea imperceptiblement. Ces questions devenaient plus fréquentes à mesure qu'Espérance grandissait. C'était le nom de ma mère. Mentit-elle avec l'aisance que donne l'habitude. Je te l'ai donné pour qu'elle veille sur toi. Espérance sembla se satisfaire de cette réponse et retourna à ses équations. Suzanne relâcha son souffle, consciente que ses mensonges s'accumulaient comme des dettes qu'il faudrait un jour rembourser. Dans sa chambre immaculée de l'avenue Foch, Lorraine Villard-Delacroix ouvrit son coffre-fort personnel et en sortit une enveloppe jaunie. Elle l'ouvrit délicatement, révélant une série de reçus bancaires, des preuves qu'elle aurait dû détruire depuis longtemps, mais qu'elle conservait comme un secret toxique. Incapable de s'en débarrasser complètement, chaque année, à la date anniversaire de la disparition de Valérie, elle les ressortait, se torturant avec la preuve tangible de son crime. Au début, elle avait jubilé. Roland était enfin à elle seule. Mais rapidement, sa victoire s'était transformée en cendre. L'homme qu'elle aimait s'était métamorphosé en fantôme, obsédé par sa quête. Son regard ne s'illuminait plus jamais, pas même pour elle. Lorraine n'avait pas prévu cela. Elle avait imaginé qu'avec le temps, Roland oublierait, qu'il recommencerait à zéro. Au lieu de quoi,
Elle partageait sa vie avec un homme brisé, qui la regardait parfois comme s'il soupçonnait quelque chose sans jamais formuler ses doutes. Elle rangea soigneusement les reçus, referma le coffre et avala un somnifère. Le seul moyen de trouver le sommeil ces dernières années, demain serait un autre jour à prétendre que tout allait bien, que ses mains n'étaient pas tachées du sang invisible d'une innocence volée. 10 ans après la disparition, la boutique aux 1000 fleurs avait changé. Une nouvelle enseigne en bois peint, des présentoirs modernes, et même un petit coin café où les clients pouvaient s'asseoir pour discuter de leurs commandes, Suzanne avait fini par céder aux suggestions d'Espérance, qui, à 14 ans, montrait un talent certain pour les affaires. « On pourrait proposer des ateliers d'art floral le samedi », suggéra l'adolescente, en disposant des lys blancs dans un vase en cristal. « J'ai vu ça dans un magazine, ça marche super bien à Paris. » Suzanne sourit, contemplant cette jeune fille qui n'avait plus rien de l'enfant traumatisé trouvé à la gare. Grande pour son âge, Espérance arborait désormais une assurance tranquille. Seul son pendentif en forme de cœur demeurait inchangé, présence constante autour de son cou. « Paris n'est pas Montreuil, ma chérie, » répondit Suzanne avec douceur. « Nos clients n'ont pas les mêmes moyens. » « Ah, justement, on pourrait faire des prix accessibles, devenir les premiers, une vraie école de fleuristes populaires. » Cette passion, cet enthousiasme. Suzanne se demandait parfois d'où il venait. Certainement pas d'elle, qui avait toujours vécu au jour le jour. Sans grandes ambitions. Peut-être était-ce inscrit dans le sang d'Espérance, un héritage de ses véritables parents. Cette pensée la ramenait invariablement à sa culpabilité. 10 années s'étaient écoulées depuis qu'elle avait pris cette décision qui avait changé leur vie. 10 années à élever un enfant qui n'était pas le sien, tout en sachant qu'ailleurs, quelqu'un pleurait sa perte. Le visage de Roland Delacroix avait fini par disparaître des journaux, mais Suzanne avait suivi l'affaire de loin. La récompense existait toujours, maintenant portée à 5 millions d'euros. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, une pleine page dans le Figaro rappelait que la recherche continuait. « Maman, tu m'écoutes ?» Suzanne sursauta. « Pardon, ma puce. » J'étais dans mes pensées. Espérance fronça les sourcils. « Je te parlais du collier. » Le cœur de Suzanne manqua un battement. « Quel collier ? » ?»« Le mien, » précisa l'adolescente en touchant son pendentif. « J'ai fait des recherches à la bibliothèque. Ce type de saphir est très rare. Il pourrait valoir beaucoup d'argent. » Suzanne s'efforça de paraître détendue. « Où veux-tu en venir ? Je me demandais d'où il venait vraiment. Tu m'as toujours dit que c'était le seul objet que j'avais quand tu m'as trouvé. Mais tu ne m'as jamais expliqué pourquoi une enfant porterait un bijou aussi précieux. » Ces questions, de plus en plus précises, de plus en plus difficiles à éluder, le déheur, Mercier l'avait prévenu. À l'adolescence, la quête d'identité devient cruciale. Elle voudra savoir. Suzanne prit les mains de sa fille adoptive. « Je t'ai dit la vérité, ma chérie. Tu avais ce collier quand je t'ai trouvé. J'ai supposé qu'il appartenait à ta famille. C'est peut-être un héritage. » Espérance la fixa intensément. « Pourquoi ai-je parfois l'impression que tu me caches des choses ?» Avant que Suzanne puisse répondre, la clochette de la porte tinta. Un client providentiel. La conversation fut remise à plus tard. Mais Suzanne savait que le sursis serait de courte durée. Dans son bureau de la direction de la police judiciaire, François Lambert, récemment promu chef de la brigade des affaires non résolues, feuilletait un dossier poussiéreux à 45 ans. Lambert incarnait le flic obstiné, celui qui n'abandonne jamais. Ses collègues le surnommaient le bulldog. Une fois qu'il avait mordu dans une affaire, il ne lâchait plus, l'affaire Delacroix. Murmura-t-il en parcourant les documents jaunis. 10 ans déjà, et toujours aucune piste solide. Lambert n'avait pas travaillé sur l'enquête initiale, mais quelque chose dans ce dossier l'intriguait. Trop de zones d'ombre, trop de contradictions dans les témoignages, et surtout, l'attitude de la belle-mère, cette Lorraine Villard, décrite comme effondrée dans les rapports, mais dont les réponses aux questions semblaient étrangement répétitives, presque récitées. « Tu reviens là-dessus ?» s'étonna Mercier, un collègue plus âgé. « C'est un cas classique d'enlèvement non résolu. L'enfant est probablement... » « Je sais, » coupa Lambert. « Mais regarde ça. » Il montra une série de relevés bancaires obtenus à l'époque. 3 retraits importants dans les jours précédant la disparition, puis plus rien pendant des semaines, comme si quelqu'un constituait une somme en liquide. Mercier haussa les épaules. Et alors, les riches font des retraits importants tout le temps. Lambert ne répondit pas, continuant à parcourir méthodiquement le dossier. Son instinct lui soufflait que quelque chose clochait.
Et son instinct l'avait rarement trompé. Roland Delacroix descendit de sa voiture, devant un immeuble moderne du 13e arrondissement, à 48 ans. Il avait l'apparence d'un homme de 60 ans, vieilli prématurément par le chagrin et l'obsession. L'immeuble abritait la fondation Valérie Delacroix. Créée 5 ans plus tôt pour aider les familles d'enfants disparus, Roland y consacrait désormais la moitié de son temps et une part importante de sa fortune. La fondation finançait des recherches, offrait un soutien psychologique aux parents et faisait pression pour améliorer les procédures policières. « Bonjour, monsieur Delacroix », l'accueillit Marion, la directrice. La réunion avec le ministère est confirmée pour jeudi. Roland acquiesça distraitement. Les réunions, les rendez-vous, les conférences, tout cela n'était qu'une façade derrière laquelle se cachait une quête unique et obsessionnelle. « Retrouver Valérie ? Des nouvelles de l'inspecteur Lambert ?» demanda-t-il. « Il a appelé ce matin. Il veut vous rencontrer demain. Il dit avoir trouvé quelque chose d'intéressant dans le dossier. » Pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir traversa le regard éteint de Roland. Quel genre de chose? Il n'a pas précisé. Vous savez comment il est. Roland savait. Lambert était méthodique, rigoureux, presque maniaque dans son approche. Et contrairement à ses prédécesseurs, il n'avait jamais traité l'affaire comme un cas désespéré. Son téléphone vibra. Lorraine, Roland hésita, puis rejeta l'appel. Leur relation s'était encore détériorée au fil des ans. Ils vivaient désormais comme des étrangers partageant une adresse, se croisant à peine, évitant les repas en commun. Roland aurait dû demander le divorce depuis longtemps, mais une part de lui restait prisonnière du passé, comme si quitter Lorraine signifiait abandonner l'espoir de retrouver Valérie. Ce soir-là, dans la petite chambre qu'elle occupait depuis 10 ans, Espérance fouillait dans une boîte cachée sous son lit. Elle en sortit un cahier à la couverture usée, son journal intime, et un dossier contenant des coupures de presse soigneusement collectées. L'adolescente étudiait son reflet dans le miroir, puis regarda une photo en noir et blanc découpée dans un magazine. L'image montrait une femme élégante aux cheveux châtains et aux yeux clairs, Camille Moreau Delacroix, décédée en donnant naissance à sa fille. Espérance avait découvert cette photo par hasard, 6 mois plus tôt, en faisant des recherches sur les bijoux anciens à la bibliothèque municipale. Un article sur les héritages familiaux mentionnait le célèbre cœur de saphir, un pendentif ayant appartenu à la famille Moreau, puis transmis à Camille lors de son mariage avec l'industriel Roland Delacroix. La ressemblance était frappante. Les mêmes yeux, la même courbe du menton, et ce collier, identique au sien. Au fil des semaines, Espérance avait rassemblé d'autres articles, reconstituant pièce par pièce l'histoire de la petite Valérie Delacroix, disparue au jardin du Luxembourg. Elle avait calculé les dates. Tout correspondait, mais confronter Suzanne avec ces découvertes semblait impossible. La simple idée de blesser celle qui l'avait élevée avec tant d'amour lui était insupportable. Et pourtant, la vérité brûlait en elle comme une flamme qu'elle ne pouvait éteindre. Dans un bar anonyme près des Halles, François Lambert attendait, sirotant un café noir. La femme qui l'avait contacté arriva avec 10 minutes de retard. Une ancienne employée de maison des Delacroix, licenciée peu avant la disparition de Valérie. « Merci d'être venue, Madame Rivière », dit Lambert en lui serrant la main. Jeanne Rivière, la cinquantaine grisonnante, s'assit nerveusement. « Je ne sais pas si je peux vous aider. C'était il y a si longtemps. Oh, racontez-moi simplement ce dont vous vous souvenez. La relation entre Monsieur Delacroix et sa seconde épouse. Comment elle se comportait avec l'enfant. » La femme hésita, puis se lança. « Madame était froide, pas avec monsieur, non, avec lui. Elle était tout miel. Mais quand il avait le dos tourné et qu'elle était avec la petite, oui, elle la regardait parfois d'une façon qui me glaçait le sang, comme si cet enfant était un obstacle. Je l'ai surprise une fois, dans la chambre de Valérie, à fixer le portrait de la première Madame Delacroix avec de la haine, je dirais. » Lambert nota scrupuleusement ses propos. « Et ce collier dont vous m'avez parlé au téléphone. Le saphir en forme de cœur, Madame Lorraine le détestait. Je l'ai entendu dire à une amie que c'était comme si Camille les surveillait à travers ce foutu bijou. Ces mots exacts. Avez-vous partagé ces impressions avec la police à l'époque ?» Jeanne Rivière secoua la tête. « J'avais peur. Madame Lorraine avait des relations et puis, ce n'était que des impressions. Jusqu'à ce que je voie votre appel à témoin dans le journal. La semaine dernière, ça m'a fait réfléchir.
10 ans, c'est long pour porter un doute. Lambert hocha gravement la tête. Des impressions, certes, mais ajoutées aux incohérences du dossier, elles formaient un tableau troublant. Un tableau où Lorraine Villard-de-la-Croix n'était peut-être pas simplement la belle-mère négligente décrite dans les rapports, mais quelque chose de bien plus sinistre. La pluie tambourinait contre les vitres de l'hôpital Saint-Antoine. Dans une chambre austère aux murs vert pâle, Suzanne Martin était allongée, son corps frêle presque englouti par les draps blancs. À 67 ans, elle semblait en avoir 80. Le cancer s'était déclaré 6 mois plus tôt, progressant avec une rapidité qui avait pris les médecins au dépourvu. Assise à son chevet, Espérance tenait sa main. À 19 ans, la jeune femme était devenue l'image vivante de sa mère biologique. Bien qu'elle l'ignorât encore, même port de tête, même grâce naturelle, même regard intelligent qui semblait voir au-delà des apparences. « Tu devrais rentrer, ma chérie », murmura Suzanne. « La boutique, Madame Fournier s'en occupe », coupa doucement Espérance. « Je reste avec toi. » Suzanne sourit faiblement. L'idée de la boutique fermée la tourmentait presque autant que celle de mourir. Ce petit commerce avait été toute sa vie, puis celle d'Espérance. Ensemble, elle l'avait transformé, modernisé, faisant de « Aux Mille Fleurs » une adresse réputée qui attirait désormais des clients de tout Paris. « Il faut que je te dise quelque chose », reprit Suzanne, sa respiration sifflante. Espérance se pencha. « Tu devrais te reposer. On parlera demain. » « Il n'y aura peut-être pas de demain, ma petite. Les médecins ne le disent pas, mais je le vois dans leurs yeux. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le silence aseptisé de la chambre. Espérance sentit sa gorge se nouer. Malgré les diagnostics pessimistes, elle s'était accrochée à l'espoir. Comme toujours. « Ne dis pas ça. Écoute-moi, » insista Suzanne en serrant faiblement sa main. « J'ai porté ce secret trop longtemps. Je dois te dire la vérité. Pas toute la vérité. Je n'en connais qu'une partie. Mais ce que je sais, tu dois l'entendre. » Le cœur d'Espérance s'accéléra. Était-ce le moment? Allait-elle enfin obtenir confirmation de ce qu'elle soupçonnait depuis des années? « Je t'ai dit que je t'avais trouvé à la gare de Lyon, c'est vrai. Mais je ne t'ai jamais dit... » Suzanne s'interrompit, secouée par une quinte de toux. « Je ne t'ai jamais dit que je savais qui tu étais. » Un silence lourd s'installa, à travers la fenêtre. Paris scintillait sous la pluie. Indifférente au drame qui se jouait derrière les milliers de fenêtres illuminées, « J'ai vu ton visage aux informations ce soir-là, » poursuivit Suzanne. « Tu étais la fille de Roland Delacroix, Valérie Delacroix, disparue au jardin du Luxembourg. » Entendre ce nom, son véritable nom, prononcé à haute voix, provoqua un vertige chez Espérance. Bien qu'elle l'eût déjà découvert par elle-même, l'entendre de la bouche de Suzanne rendait tout soudain terriblement réel. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement, les yeux brillants de larmes contenues. Suzanne inspira péniblement. « J'ai eu peur. Peur qu'on t'emmène, qu'on te place dans un foyer. Tu étais terrorisée. Tu parlais d'hommes méchants, de quelqu'un qui voulait te faire disparaître. J'ai cru que ce n'était pas un simple enlèvement, que tu étais en danger. Tu aurais pu contacter mon père directement, sans passer par la police. J'y ai pensé, mais plus les jours passaient, plus il devenait difficile de revenir en arrière. Comment expliquer que j'avais gardé une enfant disparue pendant des semaines? J'aurais été arrêtée, tu aurais été traumatisée à nouveau. Et puis, sa voix faiblit. Et puis, je suis tombée amoureuse de toi, de cette petite fille brisée qui recommençait à sourire. J'ai été égoïste, Espérance, terriblement égoïste. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues de la jeune femme. Des émotions contradictoires se bousculaient en elle. Colère, compassion, confusion, gratitude. Comment haïr celle qui l'avait sauvée, aimée, élevée? Comment ne pas ressentir de la rage face à cette vérité si longtemps dissimulée? Mon père, il me cherche toujours. Suzanne hocha faiblement la tête. Je lis parfois des articles, la fondation qu'il a créée pour les enfants disparus, les avis de recherche qu'il publie encore, chaque année. Il n'a jamais abandonné. Une infirmière entra pour vérifier les constantes de Suzanne, interrompant momentanément leur conversation. Quand elles furent à nouveau seules, Suzanne reprit, sa voix désormais à peine audible. « Le collier, c'était la clé. Je savais qu'il appartenait à ta mère biologique, que c'était un héritage précieux. Je n'ai jamais osé le vendre, même quand nous étions dans le besoin. C'était ton lien avec ton passé. » Espérance toucha machinalement le pendentif à son cou. Ce geste,
devenu un réflexe au fil des ans, prenait maintenant une signification nouvelle. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle. Perdue, les yeux de Suzanne s'emplirent de tendresse. « Tu dois faire ce que ton cœur te dicte, si tu veux retrouver ton père. Je comprendrai. Je ne mérite pas ton pardon, mais... Ne dis pas ça !» l'interrompit Espérance en pressant sa main contre ses lèvres. « Tu m'as sauvée. Tu as été ma mère quand je n'avais personne. » À la Fondation Valérie Delacroix. Roland étudiait les documents que Lambert venait de lui transmettre. Des relevés bancaires, des transcriptions d'interrogatoires, des témoignages récemment recueillis. Plus il lisait, plus une terrible évidence s'imposait à lui. « C'est Lorraine », murmura-t-il, la voix brisée par l'incrédulité. C'était Lorraine depuis le début. Lambert, assis face à lui, hocha gravement la tête. « Je n'ai pas encore assez de preuves pour l'arrêter. Mais les indices s'accumulent. Ses retraits d'argent liquide juste avant la disparition, sa jalousie pathologique envers votre première femme, rapportée par plusieurs témoins, et surtout, ce nouveau témoignage d'un SDF qui affirme avoir vu une femme ressemblant à votre épouse parler à 2 hommes près du jardin du Luxembourg, le matin même de l'enlèvement. » Roland se leva brusquement. Bouleversé, pendant 15 ans, il avait dormi sous le même toit que la femme qui lui avait arraché sa fille. Pendant 15 ans, il avait partagé sa vie avec un monstre. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi ces témoins se manifestent-ils après toutes ces années ?» Lambert haussa les épaules. « Les gens changent, les loyautés s'effritent, les consciences se réveillent. » Et notre appel à témoins a été largement diffusé. Sur le bureau de Roland, un logiciel de projection faciale montrait à quoi pourrait ressembler Valérie aujourd'hui, à 26 ans, un visage fin aux pommettes hautes, des yeux couleur miel, une ressemblance frappante avec Camille. « Si nous confirmons l'implication de votre femme, poursuivit Lambert, nous pourrons peut-être remonter jusqu'aux exécutants, et si ces hommes sont encore vivants, ils pourraient nous dire ce qu'ils ont fait de Valérie. » Roland ferma les yeux, assailli par un mélange d'espoir et de terreur. L'espoir de retrouver enfin sa fille, la terreur de découvrir qu'il était trop tard. « Je veux être là quand vous l'interrogerez, » dit-il d'une voix où perçait une rage contenue. Lambert secoua la tête. « Impossible, mais je vous promets d'être minutieux. » Cette nuit-là, Espérance veilla Suzanne jusqu'à l'aube. Les confessions de la vieille femme avaient ouvert une brèche dans son monde. Et pourtant, étrangement, elle se sentait plus entière qu'elle ne l'avait jamais été. Comme si les fragments épars de son identité commençaient enfin à s'assembler, au petit matin, elle rentra à l'appartement au-dessus de la boutique pour se doucher et se changer. Dans sa chambre, elle sortit la boîte contenant ses recherches, ses précieuses coupures de presse sur les Delacroix, ses notes, les photocopies d'articles sur la disparition de Valérie. Pour la première fois, elle s'autorisa à regarder vraiment la photo de Roland Delacroix, son père, un homme au visage sévère mais aux yeux tristes, qui avait passé sa vie à la chercher. L'émotion qui l'envahit fut si puissante qu'elle dut s'asseoir. Son téléphone sonna, la ramenant brutalement à la réalité. C'était l'hôpital. L'état de Suzanne s'était brutalement dégradé pendant la nuit, lorsqu'Espérance arriva à l'hôpital. Essoufflée d'avoir couru, Suzanne était inconsciente, son visage cireux à peine visible sous le masque à oxygène. Le médecin lui parla de défaillance multi-organes, d'hémorragie interne, de termes techniques qui semblaient dérisoires face à l'évidence. Suzanne était en train de mourir. « Je lui ai donné de la morphine pour la douleur », expliqua doucement l'infirmière. « Elle peut peut-être encore vous entendre. » Espérance s'assit au bord du lit et prit la main de celle qui l'avait élevée. Cette main qui lui avait appris à nouer des rubans autour des bouquets, à reconnaître les fleurs au toucher, à naviguer dans un monde parfois hostile avec grâce et détermination. « Je suis là, maman », murmura-t-elle. « Je ne t'en veux pas. Tu as fait ce que tu croyais juste. Tu m'as sauvée. » Un faible tremblement des paupières de Suzanne lui indiqua qu'elle l'entendait, peut-être. « Je m'appellerai toujours Espérance, » poursuivit-elle, la gorge nouée. « C'est le nom que tu m'as donné, et je le porterai fièrement, je te le promets. » Les heures passèrent, rythmées par le bip régulier des machines. À midi, le soleil perça enfin les nuages, baignant la chambre d'une lumière dorée. C'est à ce moment précis que Suzanne Martin rendit son dernier souffle, avec une simplicité presque déconcertante, comme si elle avait attendu cette lumière pour partir. Espérance resta immobile, tenant toujours cette main devenue froide, contemplant le visage paisible de la femme qui avait façonné sa vie,
Dans la douleur de la perte se mêlait une étrange certitude. Rien ne serait plus jamais comme avant. Un chapitre se terminait, un autre s'ouvrait, et dans ce nouveau chapitre, elle devrait découvrir qui était véritablement Valérie Delacroix. 3 ans plus tard, Roland Delacroix marchait sans but dans les rues de Paris. Comme chaque année à cette date, le 7 juin marquait le 22e anniversaire de la disparition de Valérie, et il ressentait le besoin presque mystique de parcourir la ville, comme si ses pas pouvaient le rapprocher de sa fille perdue. À 53 ans, il était l'ombre de lui-même. Sa silhouette autrefois imposante s'était voûtée. Ses cheveux, entièrement gris désormais, encadraient un visage creusé par le chagrin. Seuls ses yeux, d'un bleu acier, conservaient leur intensité. Regard de prédateur blessé mais jamais soumis, le ciel de juin, inhabituellement gris, semblait refléter son humeur. Une bruine légère commença à tomber, mais Roland n'accéléra pas le pas. La pluie, le soleil, tout cela lui était devenu indifférent depuis longtemps. Son téléphone vibra, probablement Lambert. L'inspecteur l'informait régulièrement de l'avancée de l'enquête, bien qu'il n'y ait rien de nouveau à signaler depuis que Lorraine avait disparu. Oui, disparu. Comme un écho cruel au drame qui avait dévasté sa vie. 2 semaines après que Lambert avait commencé à l'interroger sérieusement, son épouse s'était volatilisée, emportant quelques affaires personnelles et une somme importante en liquide. Cette fuite était un aveu, bien sûr, mais elle compliquait considérablement l'enquête. La police la recherchait activement, mais Lorraine semblait s'être évaporée. Certains indices suggéraient qu'elle avait quitté le pays. Roland ignora l'appel. Il n'avait pas la force de parler aujourd'hui, pas même à l'homme qui travaillait sans relâche pour lui rendre justice. Ses pas le menèrent dans un quartier qu'il connaissait peu, quelque part entre Bastille et République, des rues étroites aux immeubles haussmanniens défraîchis, des boutiques indépendantes résistant vaillamment aux chaînes internationales. La pluie s'intensifiait. Roland chercha des yeux un endroit où s'abriter quand son regard fut attiré par une devanture modeste mais élégante. Fleur d'espérance. La vitrine, joliment arrangée, présentait un camailleux de fleurs blanches, pivoine, lys, marguerite, disposées avec un sens artistique évident. Quelque chose dans cette simplicité raffinée l'émut. Valérie aurait eu 26 ans maintenant. Il l'imaginait parfois dans une vie alternative, peut-être artiste ou décoratrice. Quelque chose d'esthétique qui aurait fait écho à la sensibilité de Camille. Poussé par une impulsion qu'il ne s'expliquait pas, il poussa la porte de la boutique. Une clochette délicate tinta. L'intérieur était plus spacieux qu'il n'y paraissait, baigné d'une lumière douce malgré le temps maussade. Des seaux en zinc contenaient des fleurs fraîches. Un parfum complexe flottait dans l'air, mélange de roses, de feuillages coupés et de cette odeur indéfinissable de terre humide qui accompagne toujours les fleurs. « J'arrive dans une seconde », lança une voix féminine depuis l'arrière-boutique. Roland s'approcha d'un présentoir de cartes artisanales, attendant sans impatience. Il n'était pas pressé. Il n'était jamais pressé, ces dernières années. C'est alors qu'elle apparut, portant un tablier vert sapin taché de terre, ses mains occupées à arranger un bouquet de marguerites blanches. Roland se figea, son cœur manquant plusieurs battements. Le temps sembla s'arrêter. Ce n'était pas seulement sa beauté qui le frappa. Bien qu'elle fût indéniablement belle, avec ses longs cheveux châtains aux reflets dorés et son port de tête élégant, ce n'était pas non plus sa jeunesse, ni même sa ressemblance frappante avec Camille. Ressemblance qui aurait suffi à elle seule à le bouleverser, c'était le pendentif. Là, autour de son cou, brillant doucement à la lumière tamisée de la boutique, un cœur de saphir entouré de perles. Le collier de Camille, le collier que Valérie portait le jour de sa disparition. Un bijou unique, reconnaissable entre mille. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix étranglée. La jeune femme leva les yeux, offrant un sourire poli mais distant, le sourire d'une commerçante habituée aux étrangers. Pourtant, quelque chose dans le regard de Roland sembla la troubler, car son expression s'altéra imperceptiblement. « Bonjour, monsieur, je peux vous aider ?» Ces mots simples, prononcés d'une voix mélodieuse, achevèrent de désarçonner Roland. Il dut s'appuyer contre le comptoir pour ne pas chanceler. « Ce collier ?» articula-t-il avec difficulté, désignant le pendentif. « S'il vous plaît, dites-moi où vous l'avez obtenu. » La main d'Espérance se porta instinctivement au bijou, dans un geste protecteur que Roland avait vu des milliers de fois chez Valérie enfant. Son sourire s'évanouit, remplacé par une expression prudente. « C'est une longue histoire, monsieur. »
Ce collier est avec moi depuis que je me souvienne. Il appartenait à ma mère. Enfin, à la femme qui m'a élevée. Comment ça? Roland sentit ses jambes vaciller. Espérance l'observa attentivement, comme si elle évaluait sa sincérité, le danger potentiel qu'il représentait. Quelque chose dans le désespoir contenu de cet homme aux cheveux gris la poussa pourtant à continuer. « Je n'ai pas connu mes parents biologiques, » expliqua-t-elle lentement. « J'ai été trouvée quand j'étais petite. La femme qui m'a recueillie, Suzanne Martin, m'a élevée comme sa fille. Ce collier est la seule chose que j'avais sur moi quand elle m'a trouvée. » Roland dut s'asseoir sur une chaise proche. Sa respiration était devenue laborieuse, comme si l'air avait soudain perdu de sa densité. « Où ?» demanda-t-il. « Où vous a-t-elle trouvé ?»« À la gare de Lyon. J'avais 4 ans. » Espérance fronça les sourcils. « Pourquoi toutes ces questions ? Qui êtes-vous » Les mains tremblantes, Roland sortit son téléphone. Il l'ouvrit et chercha une photo, un cliché de Valérie qu'il gardait précieusement, pris quelques jours avant sa disparition. Elle y portait une robe d'été rose, souriait à l'objectif avec l'innocence absolue de l'enfance. Autour de son cou, le pendentif en saphir brillait au soleil. Il tendit l'appareil à Espérance. « Cette photo, c'est vous ?» demanda-t-elle, soudain blême. « C'est ma fille » répondit Roland, la voix brisée par l'émotion. « Valérie Delacroix. Elle a disparu il y a 22 ans, au jardin du Luxembourg. » Un silence assourdissant emplit la boutique. Dehors, la pluie redoublait d'intensité, tambourinant contre les vitres comme pour souligner la gravité du moment. Espérance fixait la photo, puis Roland, puis à nouveau la photo, son visage reflétant un tourbillon d'émotions contradictoires, incrédulité, confusion, espoir, terreur. « Je suis, je serai... » Elle s'interrompit, incapable de formuler l'impossible. « Vous êtes ma fille, » affirma Roland, des larmes coulant librement sur ses joues. « Vous êtes Valérie. » Espérance s'appuya contre le comptoir, submergée. « J'ai besoin de m'asseoir. » Elle ferma la boutique d'une main tremblante, retournant l'écriteau ouvert sur la porte. Puis elle guida Roland vers l'arrière-boutique, un espace chaleureux aménagé en salon avec un canapé usé et une petite table. Les heures qui suivirent semblèrent se dérouler dans un rêve. Roland raconta tout. Camille, morte en donnant naissance à Valérie, les premières années de bonheur, son mariage avec Lorraine, la disparition au jardin du Luxembourg, les décennies de recherches infructueuses, les soupçons récents concernant Lorraine, sa fuite. Espérance l'écouta, tantôt immobile comme une statue, tantôt agitée, parcourant la pièce de long en large. Elle lui parla de Suzanne, de son enfance à Montreuil, des cauchemars qui l'avaient hantée pendant des années, de la confession de Suzanne sur son lit de mort, 3 ans plus tôt, de ses propres recherches, des indices qu'elle avait rassemblés. « J'avais presque trouvé, » murmura-t-elle. « Après la mort de Suzanne, j'ai envisagé de vous contacter, mais j'avais peur de bouleverser vos vies, la mienne. Tu n'aurais bouleversé que le néant dans lequel je vis depuis 22 ans, » répondit doucement Roland. Un silence fragile s'installa entre eux, un silence chargé non pas d'inconfort, mais de possibilités, d'avenir alternatifs qui se déployaient comme les pétales d'une fleur. « Nous devons faire un test ADN, » dit finalement Roland. Pour être absolument certain, Espérance hocha la tête, puis, hésitante, « Ensuite, qu'arrivera-t-il à Suzanne ? Je veux dire, elle m'a enlevée, techniquement. Suzanne n'est plus là pour répondre de ses actes, » répondit Roland sans animosité. « Et d'après ce que tu m'as raconté, elle t'a sauvée, protégée, aimée. Comment pourrais-je la blâmer pour cela ?» Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Espérance vit au-delà de l'apparence brisée de cet homme. Elle vit la force, l'amour, l'obstination qui l'avaient maintenue debout pendant 2 décennies d'enfer. « Je ne sais pas si je pourrai jamais être Valérie, » avoua-t-elle doucement. « Je suis Espérance depuis si longtemps. » Roland se leva et, avec une hésitation touchante, tendit une main vers elle, n'osant pas encore l'étreinte qu'il désirait tant. « Tu es qui tu veux être, » dit-il simplement. « Mais j'aimerais avoir la chance de te connaître, de rattraper le temps perdu si c'est possible. » Espérance regarda cette main tendue, une invitation, non une exigence. Lentement, elle la prit dans la sienne. Le laboratoire d'analyse médicale du boulevard Saint-Germain était d'une neutralité aseptisée, murs blancs, chaises grises, plantes vertes en plastique, tout semblait conçu pour éviter toute émotion.
Pourtant, l'atmosphère qui régnait entre Roland et Espérance était électrique. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre à la boutique, 3 jours pendant lesquels ils s'étaient vus quotidiennement, apprenant à se connaître avec une prudence teintée d'urgence. Chaque conversation révélait de nouveaux points communs. Leur amour partagé pour la musique classique, leur intolérance aux injustices, leur tendance à froncer légèrement le sourcil gauche quand ils réfléchissaient. Les résultats seront disponibles dans 48 heures, annonça la laborantine en leur tendant un reçu. Dans la rue, ils marchèrent côte à côte en silence. Roland brûlait d'envie de poser son bras sur les épaules d'Espérance, de l'étreindre, mais il se retenait. Elle n'était pas encore prête. Peut-être ne le serait-elle jamais. « Tu veux déjeuner quelque part ?» proposa-t-il. Espérance secoua la tête. « Je dois retourner à la boutique. Je l'ai laissée à mon assistante. Mais nous avons une commande importante pour un mariage ce week-end. » Une déception qu'il s'efforça de dissimuler. « Je comprends. Mais... » Elle hésita. « Tu pourrais venir dîner chez moi ce soir. Rien de sophistiqué, je préviens. Juste des pâtes ou quelque chose de simple. » Le visage de Roland s'illumina. « J'adorerais. » François Lambert feuilletait les derniers rapports sur Lorraine Villard. La femme s'était volatilisée comme un fantôme. Mais la police avait finalement retrouvé sa trace à Lisbonne, où elle avait séjourné brièvement avant de disparaître à nouveau. Son téléphone vibra. C'était Roland, depuis qu'il l'avait appelé, 3 jours plus tôt. Pour lui annoncer qu'il avait peut-être retrouvé Valérie, Lambert était sur des charbons ardents. « Du nouveau ?» demanda-t-il sans préambule. « Nous venons de faire les tests ADN. » répondit Roland, la voix vibrante d'une émotion contenue. « Résultat dans 48 heures. » Mais Lambert, je n'ai aucun doute. C'est elle, le collier, l'âge, la ressemblance avec Camille, tout concorde. Lambert se permit un rare sourire. « Je viendrai la rencontrer dès que les résultats seront confirmés. Il faudra qu'elle témoigne contre Lorraine. Quand nous la retrouverons. Elle n'a aucun souvenir de l'enlèvement, précisa Roland. Des cauchemars, des impressions fugaces, mais rien de concret. Ça peut revenir, avec le temps, le bon environnement, peut-être une thérapie spécialisée. Une thérapie, Roland n'y avait pas encore pensé, mais c'était évident. Espérance. Il avait du mal à penser à elle comme à Valérie, aurait besoin d'aide pour naviguer dans ce bouleversement identitaire. Après avoir raccroché, Lambert se plongea à nouveau dans ses dossiers. L'affaire de la Croix, classée non résolue pendant plus de 20 ans, pourrait enfin connaître son épilogue. Dans son petit appartement au-dessus de la boutique, Espérance préparait le dîner, les mains légèrement tremblantes. Cuisiner avait toujours eu un effet apaisant sur elle. Mais ce soir, même cette activité familière ne parvenait pas à calmer son agitation. La sonnette retentit. Roland était ponctuel, comme elle s'y attendait. Elle l'invita à entrer, soudain consciente de la simplicité de son logement comparé au luxe auquel il devait être habitué. « On c'est charmant », commenta sincèrement Roland, en découvrant l'espace chaleureux, décoré avec goût malgré des moyens modestes, des livres partout, des photographies de fleurs prises par Espérance, quelques meubles chinés chez des antiquaires de quartier. Il remarqua une photo encadrée sur une étagère. Suzanne et Espérance, cette dernière adolescente, toutes deux souriant devant la devanture de hauts millefleurs. Elle avait l'air d'être une femme bien, dit-il doucement en désignant Suzanne. Espérance acquiesça, la gorge serrée. Elle l'était, pas parfaite, mais elle m'aimait. Elle a fait ce qu'elle croyait juste. Pendant le dîner, des tagliatelles à la crème de champignons, simples mais délicieuses. Roland raconta des anecdotes sur Valérie petite, comment elle adorait les histoires de pirates, sa façon de rire, tête renversée en arrière, sa passion précoce pour les couleurs et les formes. « J'ai toujours aimé dessiner », murmura Espérance, troublée. Suzanne n'a jamais compris d'où ça venait. Elle pouvait à peine écrire son nom. Ces coïncidences, ces petits détails qui s'emboîtaient comme les pièces d'un puzzle, rendirent la réalité de plus en plus tangible. Espérance n'était pas orpheline. Elle avait un père, une histoire, un héritage. « Parle-moi de ma mère », demanda-t-elle soudain. « De Camille ?» Roland sourit, un sourire empreint de mélancolie. Elle était extraordinaire, brillante, passionnée, têtue aussi, architecte de formation. Elle dessinait constamment des bâtiments, des paysages, des visages, comme toi apparemment. Et ce collier, Espérance toucha le pendentif à son cou. Un héritage de famille. Il a appartenu à la grand-mère de Camille,
puis à sa mère, puis à elle le jour de ta naissance, alors qu'elle savait qu'elle ne survivrait probablement pas à l'accouchement à cause de complications. Elle m'a fait promettre de te le donner dès que tu serais assez grande. Je n'ai pas pu attendre. Tu l'as porté dès l'âge de 3 ans. Les larmes montèrent aux yeux d'Espérance. Pendant toute sa vie, elle s'était accrochée à ce bijou sans en comprendre la signification. C'était comme si, au niveau le plus profond de son être, elle avait toujours su qu'il représentait un lien avec son passé. Les 2 jours suivants passèrent dans une attente fébrile. Roland n'arrivait pas à se concentrer sur son travail. Espérance, de son côté, commit plusieurs erreurs dans ses compositions florales. Elle qui était habituellement si méticuleuse, lorsque l'email du laboratoire arriva enfin, ils étaient ensemble dans le bureau de Roland à la fondation. Espérance observait les photographies sur les murs. Des centaines d'enfants disparus, dont Valérie, son propre visage d'enfant souriant depuis un portrait agrandi. « C'est arrivé », annonça Roland, la voix tremblante. Il ouvrit le message, parcourut rapidement le contenu, puis s'immobilisa. Lorsqu'il releva la tête, des larmes coulaient librement sur ses joues. 98% de probabilité, dit-il simplement. Tu es ma fille. L'instant qui suivit sembla suspendu dans le temps. Espérance resta parfaitement immobile, comme si la confirmation scientifique de ce qu'elle soupçonnait déjà déclenchait en elle un séisme intérieur. « Je suis Valérie Delacroix », murmura-t-elle, testant ces mots étranges sur ses lèvres. Elle fit quelques pas vers Roland, hésitante. Puis soudain, comme un barrage qui cède, elle se jeta dans ses bras. L'étreinte qu'ils partagèrent contenait 22 années de séparation. De perte, de vide, Roland la serra contre lui, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore à nouveau. La nouvelle explosa dans les médias comme une bombe. Miracle à Paris, Valérie Delacroix retrouvée après 22 ans, titrait le Figaro. La fille du magnate de l'immobilier réapparaît, annonçait le Parisien. Les journalistes assiégèrent la boutique d'Espérance et le siège de Delacroix Construction. Les chaînes d'information continues diffusaient en boucle d'anciennes images de Valérie enfant, alternant avec des photos volées d'Espérance, tentant d'éviter les objectifs. Lambert avait dû organiser une conférence de presse pour calmer la frénésie médiatique. « L'enquête est toujours en cours », avait-il déclaré sobrement. « Nous recherchons activement Lorraine Villard, qui est désormais la principale suspecte dans cette affaire. Nous demandons aux médias de respecter l'intimité de Mademoiselle Delacroix pendant cette période d'adaptation. » Pour Espérance, ce tsunami médiatique était un cauchemar. Elle qui avait toujours vécu simplement, dans l'anonymat relatif d'un quartier populaire, se retrouvait propulsée sous les projecteurs, disséquée par des inconnus qui prétendaient tout savoir de sa vie. « Je ne peux plus continuer comme ça », confia-t-elle à Roland, 3 jours après la publication des résultats. « Ils sont partout, ils harcèlent mes clients. »« Mes voisins ?» Roland hocha gravement la tête. « Viens t'installer chez moi. La maison est protégée, avec un système de sécurité et un portail. Ils ne pourront pas t'atteindre là-bas. » Espérance hésita, emménagée dans la maison de son père biologique, la maison où elle avait vécu ses 4 premières années, dont elle ne gardait aucun souvenir, semblait être un pas vertigineux. « J'ai une meilleure idée », proposa-t-elle finalement. « Partons quelques semaines, loin de Paris, loin des caméras, le temps que tout se calme. » Roland sourit, touché par ce partons qui les incluait tous les deux. « Où veux-tu aller ? Quelque part où personne ne nous connaît ? Quelque part où nous pourrons apprendre à nous connaître, sans pression, sans l'ombre de Lorraine ou le poids des attentes. » 2 jours plus tard, une voiture aux vitres teintées quittait Paris avant l'aube. Se dirigeant vers le sud, à l'intérieur, Roland et Espérance partaient pour la Provence, vers une petite maison isolée que Roland avait achetée des années auparavant, mais qu'il n'avait jamais eu le cœur d'occuper. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans un hôtel miteux de Barcelone, Lorraine Villard venait de voir les informations à la télévision, le visage décomposé. Elle fixait l'écran où s'affichait le visage d'Espérance. Valérie était vivante, et tout son monde s'écroulait. La petite maison de pierre, nichée entre les vignes et les oliviers près d'Aix-en-Provence, semblait extraite d'une carte postale, ses volets bleus, sa glycine grimpante, son jardin sauvage. Tout respirait une tranquillité que ni Roland ni Espérance n'avaient connue depuis longtemps. Le soleil de juillet baignait la terrasse où ils prenaient leur petit déjeuner. 1 mois s'était écoulé depuis leur fuite de Paris. 1 mois,
pendant lequel ils avaient appris à apprivoiser ce lien étrange qui les unissait, plus profond qu'une amitié, plus complexe qu'une simple relation père-fille. Tu devrais reprendre ton traitement, dit doucement Roland, en observant Espérance qui fixait son café d'un air absent. Les cauchemars étaient revenus, plus violents que jamais. Chaque nuit, Espérance se réveillait en hurlant, trempée de sueur, des fragments de souvenirs remontant à la surface, comme des débris après une tempête. Mercier dit que c'est normal, répondit-elle. Mon cerveau essaie de reconnecter les fragments. Les médicaments ne feraient que retarder le processus. La psychothérapeute qu'Espérance consultait par visioconférence 3 fois par semaine les avait prévenus. La récupération de souvenirs traumatiques pouvait être un processus éprouvant, mais nécessaire pour guérir. Te souviens-tu de quelque chose de nouveau ? Demanda Roland avec précaution. Espérance repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste si semblable à celui de Camille que Roland en eut le souffle coupé. Des sensations, principalement, une odeur de parfum, quelque chose de lourd, d'étouffant, des mains froides, une voix qui me disait de me taire. Elle frissonna malgré la chaleur. Et toujours ce sentiment terrible d'abandon, d'être jeté, comme un objet dont on ne veut plus. Roland tendit la main par-dessus la table, saisissant celle d'Espérance. Ses confessions le déchiraient, mais il savait qu'elle avait besoin de les partager. Son téléphone vibra. « Lambert, je devrais prendre cet appel, » dit-il en se levant. Espérance acquiesça, reportant son attention sur les collines au loin. Ces moments de solitude lui étaient d'eau précieux, du temps pour assimiler la transformation radicale de sa vie. « Nous avons du nouveau », annonça Lambert sans préambule. Les relevés bancaires, nous avons enfin obtenu l'accès complet au compte suisse de Lorraine, Roland se tendit, et des transferts importants, juste avant et après la disparition de Valérie, vers un compte appartenant à un certain Claude Meunier. Petit criminel connu des services, il est mort d'une overdose il y a 7 ans, mais son complice habituel, Marco Beaulieu, est toujours vivant. Nous l'avons localisé à Marseille. Le cœur de Roland s'accéléra. Marseille, à moins de 30 km de leur refuge provençal, vous allez l'arrêter. Demain matin, je voulais vous prévenir avant. J'aimerais aussi que Espérance, soit disponible, si Beaulieu parle. Nous pourrions avoir besoin de lui montrer des photos, voir si elle le reconnaît. Elle commence à retrouver des bribes de souvenirs, confia Roland. Mais c'est difficile, traumatisant, un silence à l'autre bout de la ligne. Il faut pourtant qu'elle se souvienne, Roland. C'est notre meilleure chance de condamner Lorraine quand nous la retrouverons. Lorraine Villard observait l'hôtel particulier depuis 1 heure. Dissimulée dans une voiture de location aux vitres teintées, elle avait changé d'apparence. Cheveux coupés courts et teints en brun, lunettes à monture épaisse, vêtements quelconques, l'élégante socialite parisienne avait disparu, remplacée par une femme ordinaire que personne ne regarderait 2 fois. La demeure marseillaise de Marco Beaulieu était ostentatoire, presque vulgaire avec ses colonnes doriques et ses statues de mauvais goût. Apparemment, le petit malfrat avait prospéré depuis leur dernière rencontre. Son téléphone, un prépayé acheté sous un faux nom, vibra. C'était son contact à Paris, un ancien détective privé qu'elle avait grassement payé pour la tenir informée. « La police va arrêter Beaulieu demain matin », annonça-t-il sans préambule. Ils ont trouvé les transferts d'argent. Lorraine raccrocha, son visage figé dans une expression indéchiffrable. Elle avait fui Paris dès les premières questions de Lambert. Comprenant que l'étau se resserrait, pendant des années, elle avait vécu dans la peur que la vérité éclate, tout en se persuadant que l'enfant était définitivement perdu. Puis le miracle s'était produit, ou plutôt, la catastrophe. Valérie, vivante. Valérie, retrouvée. Tout son monde soigneusement construit s'était effondré en un instant. Elle devait agir vite. Si Marco parlait, il la mettrait directement en cause. Elle serait traquée, arrêtée, jugée. Sa vie serait détruite. Lorraine démarra la voiture. Elle avait un plan de secours. Elle avait toujours un plan de secours. Respire profondément. Concentre-toi sur ma voix, dans le salon frais de la maison provençale. Espérance était allongée sur le canapé, les yeux fermés, DR, Mercier, à l'écran de l'ordinateur, la guidait dans une séance d'hypnose thérapeutique. Tu es en sécurité. Tu peux explorer ces souvenirs sans danger. Ils ne peuvent plus te faire mal. Roland, assis silencieusement dans un coin,
observait la scène avec une angoisse mêlée d'espoir. Lambert avait été clair. Plus Espérance pourrait se souvenir, plus ils auraient de chances de faire condamner Lorraine, tuée dans le jardin du Luxembourg, poursuivit la thérapeute d'une voix douce mais ferme. Un dimanche ensoleillé, que vois-tu? Le visage d'Espérance se crispa. Des balançoires, des enfants qui jouent, une femme. Décris cette femme. Grande, élégante, elle me tient la main, mais sa main est froide. Elle porte un parfum qui me donne mal à la tête. Est-ce que tu connais cette femme? Une hésitation. Oui, c'est... Elle dit qu'elle est ma nouvelle maman. Mais je n'aime pas quand elle m'appelle ma chérie. Sa voix est fausse. Roland ferma les yeux. Lorraine, la description correspondait parfaitement. Que se passe-t-il ensuite? Le corps d'Espérance se tendit visiblement. Sa respiration s'accéléra. Elle dit qu'elle va chercher une glace. Elle s'éloigne. Je suis sur la balançoire. Et puis, des hommes arrivent. Combien d'hommes? 2. L'un est grand et chauve. L'autre est plus petit, nerveux. Ils me parlent doucement. Ils ont des bonbons. Ils disent que ma maman les a envoyés pour m'emmener. Des larmes coulaient maintenant sur les joues d'Espérance. Roland dut se retenir pour ne pas interrompre la séance, pour ne pas la prendre dans ses bras et la protéger de ses souvenirs douloureux. « Je ne veux pas y aller », continua-t-elle, sa voix devenant celle d'une enfant terrifiée. Mais le grand me soulève. Il me dit de me taire, que si je crie, il me fera mal. On marche vite, très vite. Il y a une voiture. Il me pousse à l'intérieur. De remercier jeta un regard inquiet vers Roland à travers l'écran. « Tu es en sécurité maintenant, Espérance. Ce ne sont que des souvenirs. Ils ne peuvent plus te faire de mal. » Mais Espérance semblait plongée trop profondément dans sa transe pour l'entendre. Ils se disputent. Le petit dit qu'il n'était pas prévu de me faire du mal. Le grand s'en fiche. Il dit qu'on lui a payé pour me faire disparaître. Pas pour être gentil. Elle s'agita sur le canapé, comme si elle tentait de se libérer. Il m'emmène à la gare. Le grand veut prendre mon collier, mais le petit refuse. Il dit que c'est trop risqué, que ça pourrait les faire repérer. Il me laisse sur un banc. Ils me disent que quelqu'un va venir me chercher, mais c'est un mensonge. Je le sais. Ils me laissent toute seule. À ce stade, Roland ne put se contenir davantage. Il s'approcha, s'agenouilla près du canapé. « Dehors, Mercier, c'est suffisant », dit-il fermement. La thérapeute acquiesça. « Espérance, je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu te réveilleras. Tu te sentiras calme et en sécurité. 1, 2, 3. » Espérance ouvrit les yeux, désorientée. Son regard croisa celui de Roland, et elle fondit en larmes. Il la prit dans ses bras, la berçant doucement comme lorsqu'elle était enfant. « Je me souviens, » sanglota-t-elle. « Je me souviens de tout, le visage des hommes, la voiture, la gare, et Lorraine. Elle était là, au début. Elle m'observait depuis le kiosque à journaux. Elle regardait les hommes m'emmener. » Roland se figea. Ce détail était nouveau et potentiellement crucial. « Tu en es sûre ?» Espérance hocha la tête. « Absolument certaine. » Elle n'a pas détourné le regard comme elle l'a prétendu. Elle a surveillé l'enlèvement. Elle a souri. Lambert raccrocha, l'adrénaline pulsant dans ses veines. L'arrestation de Beaulieu était prévue pour 6 heures le lendemain matin. Ces hommes étaient en place, surveillant discrètement la villa depuis plusieurs heures. Il s'apprêtait à se servir un café quand son téléphone sonna à nouveau. C'était l'agent de surveillance. « Inspecteur, vous devriez venir immédiatement. Il y a un incendie à la villa de Beaulieu. Les pompiers sont déjà sur place. » Les flammes dévoraient la villa ostentatoire de Marco Beaulieu quand Lambert arriva sur les lieux. Les pompiers luttaient contre l'incendie qui illuminait le ciel nocturne de Marseille d'une lueur orangée sinistre. Le crépitement du feu et les sirènes des véhicules d'urgence créaient une cacophonie infernale. « Que s'est-il passé ?» demanda Lambert à l'agent qui l'attendait. « L'incendie a commencé il y a environ 40 minutes. D'après les premiers témoignages, quelqu'un aurait été vu quittant précipitamment la propriété juste avant que les flammes n'apparaissent. » Beaulieu. Justement, c'est là que ça devient intéressant. L'agent désigna une ambulance garée à l'écart. Il est là-bas, vivant, mais sérieusement blessé, 2 balles dans l'abdomen. Lambert se dirigea vers l'ambulance d'un pas rapide. À l'intérieur, entouré de personnel médical, Marco Beaulieu luttait pour sa vie. La cinquantaine bien entamée, le visage marqué par des années d'excès, il respirait difficilement sous le masque à oxygène.
Il a perdu beaucoup de sang, expliqua un ambulancier. Mais il est conscient. Il refuse de partir à l'hôpital avant de parler à la police. Dit qu'il ne veut pas finir comme son pote Claude. Lambert se pencha vers le blessé. Inspecteur François Lambert, brigade criminelle. Qui vous a fait ça, monsieur Beaulieu? Marco écarta faiblement le masque à oxygène. C'était elle, la bourgeoise. Sa voix n'était qu'un filet rauque. Après toutes ces années, elle est revenue pour effacer les traces. Lorraine Villard, un hochement de tête presque imperceptible. Racontez-moi tout, depuis le début. À l'aube, Roland et Espérance attendaient à la gendarmerie d'Aix-en-Provence. Lambert les avait appelés en urgence, leur demandant de venir immédiatement. Les événements de la nuit avaient précipité l'enquête d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. La porte s'ouvrit sur l'inspecteur, l'air épuisé mais déterminé. « Merci d'être venu si vite. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Roland, tenant fermement la main d'Espérance. Lambert leur fit signe de s'asseoir. Beaulieu a parlé longuement avant de succomber à ses blessures à l'hôpital. Un silence lourd s'installa. Il a confirmé que Lorraine Villard a orchestré l'enlèvement. Elle a contacté Claude Meunier, qui a recruté Beaulieu. 3 mois avant les faits, tout était méticuleusement planifié. Espérance frissonna. L'idée que sa disparition ait été organisée si longtemps à l'avance rendait la trahison encore plus abjecte. Selon Beaulieu, Lorraine était obsédée par vous, Roland, pathologiquement jalouse de tout ce qui détournait votre attention d'elle, particulièrement Valérie et le souvenir de Camille. Le collier cristallisait cette obsession. Roland ferma les yeux, accablé par la culpabilité. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment avait-il pu vivre pendant 20 ans aux côtés de la femme qui avait détruit leur vie? Les instructions étaient là claires, poursuivit Lambert. Enlever l'enfant, l'emmener loin de Paris et l'abandonner dans un endroit où elle ne serait jamais retrouvée. Beaulieu a avoué qu'ils avaient initialement prévu de la laisser dans une zone rurale isolée, mais ils ont paniqué après l'enlèvement. Ils étaient sous l'emprise de drogue et ont décidé que la gare de Lyon serait suffisante. « Il voulait me laisser mourir ?» demanda Espérance, la voix tremblante. Lambert hésita. Beaulieu a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas votre mort. Selon ses dires, Lorraine voulait simplement que vous disparaissiez. Une distinction qui n'a pas grande importance juridiquement, mais qui explique peut-être pourquoi ils vous ont abandonné dans un lieu public plutôt que ailleurs. Espérance acquiesça lentement. Sans Suzanne, sans ce hasard providentiel, elle aurait pu finir dans le réseau de traite des êtres humains. Ou pire. Beaulieu a également confirmé votre souvenir, Espérance, ajouta Lambert. Lorraine était effectivement présente lors de l'enlèvement. Elle surveillait l'opération à distance. C'était son idée de vous attirer avec des bonbons. Elle connaissait vos préférences. Cette révélation frappa Roland comme un coup physique. La préméditation, le calcul froid, l'utilisation des faiblesses d'une enfant, tout cela dépassait l'entendement. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il d'une voix sourde de rage contenue. Lambert se pencha en avant. « C'est là que j'ai besoin de votre aide à tous les deux. » Beaulieu a dit qu'elle possédait une propriété secrète, un endroit où personne ne pourrait la trouver, achetée sous un nom d'emprunt, quelque part sur la Côte d'Azur. Roland fronça les sourcils. « Je n'ai jamais rien su d'une telle propriété. » Il a mentionné que c'était lié à un souvenir d'enfance de Lorraine, un lieu dont elle parlait parfois comme son refuge. Ça vous évoque quelque chose? Roland réfléchit intensément. Fouillant dans sa mémoire, en 20 années de mariage, Lorraine s'était rarement confiée sur son enfance. Elle a grandi à Nice, je crois, dit-il finalement. Son père possédait une entreprise de construction navale qui a fait faillite. Elle détestait en parler. Lambert nota l'information. Autre chose? Un lieu particulier qu'elle mentionnait? Une ville? Un village? Aise? Intervint soudain Espérance. Elle parlait d'Aise dans ses cauchemars. Roland la regarda, surpris. Comment le sais-tu? Je ne sais pas comment je le sais, répondit Espérance, perturbée. C'est juste, là, un souvenir qui n'est pas vraiment le mien. Elle parlait d'une maison à Aise, sur la falaise, avec vue sur la mer. Son petit paradis, elle l'appelait. Lambert échangea un regard avec Roland. La mémoire traumatique fonctionnait de manière étrange, faisant parfois ressurgir des détails apparemment insignifiants au moment le plus inattendu. « Aise », répéta l'inspecteur. « Je vais lancer des recherches immédiatement. » Le village médiéval d'Aise, perché sur son promontoire rocheux dominant la Méditerranée.
semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Ses ruelles étroites et tortueuses, ses maisons de pierre aux volets colorés, ses jardins exotiques suspendus au-dessus de l'azur, tout respirait une beauté intemporelle. Pourtant, c'est dans ce décor idyllique que Lorraine Villard avait choisi de se cacher, dans une villa isolée accrochée à la falaise, accessible uniquement par un chemin escarpé, une propriété achetée 15 ans plus tôt sous le nom de jeune fille de sa mère, Lambert, accompagné de 6 policiers, progressait silencieusement vers la maison. Les informations fournies par Espérance s'étaient révélées précises. Le cadastre avait confirmé l'existence de cette propriété, étrangement absente des déclarations fiscales de Lorraine. La villa semblait paisible dans la lumière dorée du crépuscule. Aucun mouvement, aucun signe de présence. Lambert fit signe à son équipe de se déployer autour de la maison. À l'intérieur, assise sur une terrasse surplombant la mer, Lorraine Villard buvait tranquillement un verre de vin. Ses cheveux, maintenant courts et bruns, contrastaient avec son teint hâlé. Elle semblait presque sereine, comme si elle attendait l'inévitable. Le téléphone sur la table vibra. Elle le regarda sans le toucher, lisant le message qui s'affichait. « Ils savent pour aise. Partez maintenant. » Lorraine sourit tristement. Trop tard, elle avait vu les voitures de police se garer discrètement en contrebas. Elle avait aperçu les silhouettes se faufiler entre les oliviers. Le jeu était terminé. Elle se leva, lissa sa robe de lin blanc et se dirigea vers l'intérieur de la villa. Sur une console en bois précieux, reposait une enveloppe soigneusement cachetée, adressée à Roland. Elle la caressa du bout des doigts, puis la laissa là, bien en évidence. Des coups violents résonnèrent à la porte principale, suivis de la voix autoritaire de Lambert. « Police, ouvrez !» Lorraine ne réagit pas. Elle traversa calmement le salon jusqu'à la baie vitrée donnant sur la terrasse. La vue était spectaculaire. La mer scintillant sous le soleil couchant, les montagnes qui plongèrent dans l'eau comme des titans assoiffés, le ciel qui s'embrasait d'orange et de pourpre. Les coups redoublèrent d'intensité, le bois commençait à céder. Lorraine ouvrit la baie vitrée et s'avança jusqu'au bord de la terrasse. La falaise plongeait à pic sur près de 200 mètres, en bas. Les vagues se brisaient sur les rochers dans un fracas assourdissant. La porte d'entrée céda enfin. Lambert et ses hommes se précipitèrent à l'intérieur, armes au poing. Lorraine se retourna, leur faisant face, pour la première fois depuis des décennies. Son visage n'exprimait ni calcul, ni dissimulation, juste une fatigue infinie. « Elle me ressemblait trop », dit-elle simplement. Chaque jour, je voyais Camille dans ses yeux. C'était insupportable. Puis, avant que quiconque puisse réagir, elle fit un pas en arrière. Dans le vide, 5 ans plus tard, les roses blanches embaumaient le jardin, leurs pétales délicats ondulant sous la brise légère de ce matin de juin. Espérance, agenouillée dans l'herbe, achevait de planter un jeune rosier, ses mains expertes tassant la terre noire autour des racines. « Voilà », murmura-t-elle avec satisfaction. « Celui-ci est pour toi, Suzanne. » À 31 ans, Espérance Lefebvre de la Croix avait trouvé un équilibre que peu auraient cru possible après les bouleversements qui avaient marqué sa vie. Son visage, serein sous le chapeau de paille qui la protégeait du soleil, portait les traces d'une beauté qui s'épanouissait avec l'âge. Comme celle de Camille, disait souvent Roland. « Tu es déjà au jardin. » La voix de son père la fit sourire. À 58 ans, Roland de la Croix avait retrouvé une vitalité que tous croyaient perdue à jamais. Ses cheveux étaient entièrement gris, mais son regard avait perdu cette dureté désespérée qui l'avait caractérisé pendant si longtemps. « J'aime la lumière du matin », répondit Espérance en se redressant. Et ce rosier n'attendait que d'être planté. Ils contemplèrent ensemble le jardin qui s'étendait derrière la maison, un espace magnifique où cohabitaient des roses de toute variété, soigneusement sélectionnées et entretenues par Espérance. Ce jardin, baptisé le Jardin des Retrouvailles, était devenu un lieu de pèlerinage pour les familles d'enfants disparus, un symbole d'espoir dans la tourmente. « Le traiteur vient d'appeler », annonça Roland. « Tout sera prêt pour 15 heures. » Espérance acquiesça. La cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de Fleurs d'Espérance aurait lieu cet après-midi, l'aboutissement d'un projet qu'elle avait conçu 3 ans plus tôt, quand elle avait décidé de transformer la petite boutique héritée de Suzanne en une entreprise d'insertion professionnelle pour femmes en difficulté. « J'ai encore du mal à croire que nous y sommes arrivés, » murmura-t-elle. « Tu y es arrivé, » corrigea doucement Roland. « J'ai simplement suivi ton rêve. » C'était vrai, après la mort de Lorraine. Ils avaient dû affronter ensemble le tourbillon médiatique, les procédures judiciaires,
Les révélations successives, la lettre laissée par Lorraine, une confession complète détaillant sa jalousie maladive et son plan minutieux, avaient définitivement clos l'enquête criminelle, mais avaient ouvert pour eux un nouveau chapitre de guérison émotionnelle. Espérance avait passé des mois en thérapie intensive, travaillant à intégrer ses souvenirs fragmentés et à réconcilier ses deux identités, Valérie, l'enfant perdu, et Espérance, la femme qu'elle était devenue. Elle avait choisi de conserver ces deux noms, honorant ainsi ses deux vies, ses deux mères. Quant à Roland, il avait dû apprendre à connaître cette fille retrouvée qui n'était plus l'enfant de ses souvenirs, accepter qu'elle ne serait jamais uniquement Valérie, qu'elle portait en elle l'héritage de Suzanne autant que celui de Camille. Ensemble, ils avaient reconstruit une relation, non pas celle d'un père et de sa petite fille, mais celle de deux adultes liés par le sang, la douleur partagée et un amour qui avait survécu à l'impensable. Lambert et sa femme seront là cet après-midi, dit Roland en remontant vers la maison. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour toi. Espérance sourit. François Lambert, désormais à la tête de la brigade de protection des mineurs, était devenu un ami proche au fil des années. Son obstination avait été déterminante pour résoudre l'affaire, et sa sensibilité avait aidé Espérance à traverser les moments les plus difficiles de la procédure judiciaire. La cérémonie d'inauguration des locaux de Fleur d'Espérance attira une foule plus importante que prévu, des personnalités politiques, des représentants d'associations, des journalistes, mais aussi des voisins, des amis, et de nombreuses femmes que l'entreprise avait aidées ces dernières années. Situé dans un ancien hôtel particulier du Marais, restauré avec goût, le bâtiment abritait désormais non seulement une boutique de fleurs haut de gamme, mais aussi un centre de formation, un atelier de création florale, et des logements d'urgence pour femmes en détresse. C'est extraordinaire, ce que vous avez accompli, commenta une journaliste en parcourant les lieux. De fleuriste à entrepreneur social. Quel parcours! Espérance sourit poliment, habituée à ces remarques qui simplifiaient à l'extrême son cheminement. La vérité, bien plus complexe, résidait dans la façon dont elle avait transformé son traumatisme en force, son histoire brisée en outil pour réparer d'autres vies. Les fleurs ont toujours été mon ancrage, expliqua-t-elle simplement. Elles m'ont sauvée, à leur façon. J'essaie de transmettre ce pouvoir guérisseur. Parmi les invités, Lambert se tenait en retrait, observant avec une satisfaction évidente le succès de la femme qu'il avait contribué à retrouver. Quand leurs regards se croisèrent, il lui fit signe de le rejoindre dans un coin tranquille. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en lui tendant une petite boîte en carton. « Nous avons enfin pu fermer le dossier juridique. Ces objets n'ont plus de valeur probatoire. » Intriguée, Espérance ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une collection de photos jaunies par le temps, des clichés de Valérie enfant, récupérés dans la villa de Lorraine à Aise, des moments figés d'une vie qu'elle avait oubliée, Valérie soufflant des bougies d'anniversaire, jouant dans ce même jardin désormais rempli de roses, dormant paisiblement dans les bras de Roland. « Oh » murmura-t-elle, émue aux larmes. Lambert sourit doucement. « Il y a autre chose. Quelque chose que nous avons retrouvé dans un coffre-fort suisse que Lorraine avait loué. » Il lui tendit une enveloppe en papier craft. Espérance l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un carnet à la couverture de cuir bleu, le journal intime de Camille. « Comment ?» balbutia-t-elle. « Apparemment, Lorraine l'avait volé peu après votre disparition. D'après nos analyses, elle le lisait régulièrement, presque obsessionnellement. » Espérance caressa la couverture, stupéfaite de tenir entre ses mains les pensées de cette mère qu'elle n'avait jamais connue. Le soir venu, quand les invités furent repartis, Espérance s'installa dans le jardin avec le journal de Camille. Roland l'avait laissée seule, comprenant son besoin d'intimité pour cette rencontre posthume. Les pages, écrites d'une main élégante, racontaient les espoirs, les rêves et les craintes d'une jeune femme sachant sa mort prochaine. Camille y parlait de son amour pour Roland, de sa passion pour l'architecture, et surtout, de l'enfant qu'elle portait, cette petite fille qu'elle ne verrait jamais grandir. La dernière entrée, datée de quelques jours avant sa mort, contenait un passage qui fit trembler les mains d'Espérance. « Mon collier de saphir, ce cœur bleu que ma grand-mère m'a légué, sera tien, ma petite étoile. Quand tu le porteras, souviens-toi que l'amour ne meurt jamais vraiment. Il se transforme, comme la lumière qui change de couleur en traversant un cristal. Je ne serai plus là pour te voir grandir,
mais dans chaque reflet de ce saphir, cherche-moi. Je serai là, d'une certaine façon, non pas comme un fantôme, mais comme une promesse que la beauté survit à la douleur, que l'amour transcende la mort. Espérance porta instinctivement la main à son cou, où le collier reposait comme il l'avait fait pendant toute sa vie, constant malgré les bouleversements, fidèle malgré les trahisons, ce bijou qui avait été son seul lien tangible avec son passé, la seule constante dans une existence fracturée. Elle leva les yeux vers le ciel étoilé, sentant une paix profonde l'envahir. Toutes ces années, elle avait cherché son identité dans des fragments épars, les souvenirs traumatiques de Valérie, les enseignements aimants de Suzanne, les récits nostalgiques de Roland. Aujourd'hui, pour la première fois, elle ressentait une complétude. « Je suis là, maman », murmura-t-elle, tant à Camille qu'à Suzanne. « J'ai trouvé mon chemin. » Roland la rejoignit silencieusement. S'asseyant près d'elle sur le banc de pierre, ils contemplèrent ensemble le jardin baigné de lune, où les roses blanches semblaient luire d'une lumière propre. « Tu sais, » dit doucement Espérance, « pendant des années, j'ai cru que ce collier était une malédiction, la cause de tout ce qui m'était arrivé. Mais maintenant, je comprends que c'était plutôt une boussole. Il m'a guidée à travers l'obscurité, m'a aidé à retrouver mon chemin vers toi. » Roland prit sa main, ému par la sagesse de cette femme qui était à la fois sa petite fille perdue et une étrangère qu'il continuait de découvrir chaque jour. « Les deux femmes qui t'ont aimé seraient fières de toi, » dit-il simplement, dans le silence paisible du soir. Le collier de saphir captait la lumière des étoiles, transformant leur éclat lointain en un feu bleu profond, comme un cœur battant contre sa poitrine, témoin silencieux d'un amour qui avait survécu à l'impensable. Car si l'histoire d'Espérance Lefebvre de Lacroix avait commencé dans la trahison et la perte, elle continuait dans la résilience et l'espoir. Le cœur de saphir, autrefois objet de jalousie mortelle, brillait désormais comme un symbole de guérison, preuve tangible que même les blessures les plus profondes peuvent, avec le temps, se transformer en quelque chose de précieux et de durable.